Salut les amis, bonjour à tous. Avant tout ça, je suis désolé d'être en retard pour les cours. C'était pour des raisons sanitaires et des circonstances personnelles. J'espère que vous acceptez mes excuses. Dans tout cas, je viens maintenant vous représenter une leçon avec beaucoup d'informations. Ce titre du milieu intérieur. Sachez que dans cette leçon, nous avons 44 diapositives, ce qui signifie que ce leçon durera entre 20 et 30 minutes, mais nous étudierons seulement le premier chapitre, c'est le chapitre des compartiments du milieu intérieur. Alors, on commence notre leçon avec une brève introduction historique et médicale. On commence par une petite représentation historique. Le concept du milieu intérieur, c'est un concept a été développé par Claude Bernard. Donc, c'est un célèbre physiologiste français qui est né en 1810 et qui est mort dans les années de 1870. Alors, il a développé la démarche expérimentale en biologie. Il ne s'est pas contenté de l'anatomie de l'affaire, notamment testé l'hypothèse on ferait des expérimentations sur vivants. Vous avez une petite vidéo que vous pouvez regarder qui décrit une petite parcours de Claude Bernard. Alors, à l'époque, Claude Bernard appelait en fait le milieu intérieur le sang. Donc, le sang était selon lui le liquide organique dans lequel vit l'individu fond entier et qui contient donc toutes les substances qui deviennent le nourrir. Donc, ce fluide, selon Claude Bernard, permettant aux organismes d'être indépendants, allégeant des conditions extérieures, ce qui formulé par célèbre citation que vous avez écrit, la fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante. Alors, de manière beaucoup plus simple, le gars qu'ils ont un petit peu cette idée, vous en avez déjà entendu parler de la fixité du milieu intérieur en étudiant par exemple la glycémie. Donc, même si les rapports en sucre sont irréguliers puisque vous mangez normalement par l'intermittence, le sang voit sa glycémie maintenue toujours à 0,8 g par litre, ce qui garantit par rapport à apport constant en sucre aux cellules. Donc, ça, c'est un exemple de fixité du milieu intérieur. Alors, un autre exemple, même si quand vous faites randonnée une altitude, vous avez une diminution de concentration de l'O2 dans le milieu extérieur. Donc, dans l'air, la quantité de dioxygène dans le sang reste à peu près constante, ce qui va éviter l'hypoxie, c'est-à-dire le manque de l'oxygène pour les cellules. Donc, le sang fut initialement considéré comme le seul composant du milieu intérieur par Claude Bernard. Néanmoins, vous avez tout entendu parler de la lymphe. Donc, par exemple,
pensé par drainage lymphatique, le drainage lymphatique émergissantes qui sont proposées dans les serves d'éthique. Alors, dans un autre registre, puis médical, on a des problèmes lymphatiques qui sont graves, qui ont été décrits notamment des odèmes sur cette photo qui ont en haut à droite. Vous avez une personne avec un éléphant scientiste. Donc, c'est une augmentation considérable de plusieurs fois la taille normale d'un nombre d'une partie du corps qui est causée par une accumulation de lymphe, le liquide lymphatique entre les cellules. Lors dans les pays tropicaux, l'éléphantiasis, c'est une complication chronique d'une maladie qui s'appelle le filariose lymphatique, qui est une maladie parasitaire qui causerait en 2007 plus de 120 millions d'êtres humains dans une tiers de continent africain. Cette maladie est due à une infection par un nématode. Donc, vous avez la photo, vous avez la photo qui est en bas à droite de la famille diffilante aridée et donc le parasite vu en Escherichia coli, à Bonkrifti, qui est responsable de 24% des cas. Alors vous voyez avec des aspects historiques et des aspects médicaux l'importance du milieu intérieur et de sa constante. Donc, on a déjà vu deux compartiments du milieu intérieur, le sang et le lymphe. Et donc là, on va donner une définition un peu plus générale, un peu plus stricte du milieu intérieur. Dans une définition fonctionnelle, le milieu intérieur est le milieu avec lequel les cellules réalisant directement les échanges de soluté et l'eau, donc le milieu extracellulaire. Alors regardons ce document que vous avez au-dessous. Selon dépend les différents niveaux de l'organisme, les cellules élaborent les tissus de l'organisme. Dans la plupart des tissus, les cellules ne sont pas jointifs ni collées. Ils baignent dans du milieu dit extracellulaire. Dans ce milieu, les cellules puisent leurs nutriments, des sucres, des acides aminés, des déchets, et rejettent des déchets. Elles captent également du dioxygène et libèrent de CO2. Ceci est visible au fond à droite de la diapositive. Nous pouvons donc nous demander quels sont exactement les compartiments du milieu intérieur. Deuxièmement, quelles sont les propriétés physico-chimiques de ce milieu. Troisièmement, comment la cellule réalise-t-elle les échanges? Bon. Ensuite, à la dernière diapositive qui présente quelques définitions de milieu intérieur. Tout être vivant vit dans un milieu de vie appelé le milieu extérieur si on considère l'organisme pluricellulaire triblassique,
Les cellules sont entourées d'un liquide à l'intérieur de l'organisme que l'on appelle le milieu intérieur et qui représente dans l'environnement interne plus ou moins immédiate des cellules de l'organisme. On pouvait regarder les schémas au-dessous représentent le milieu intérieur. Vous êtes fourni le corps qui est délimité par une paroi. Par exemple, l'épiderme chez l'homme. Le milieu situé au-dessous dans l'épiderme est le milieu extérieur de l'organisme au sein de l'organisme. Les cellules représentées en jaune sont délimitées par une membrane plasmique et ne sont pas jointives. Le milieu intracellulaire correspond au cytoplasme euh, donc situé au sein de la cellule sous la membrane plasmique. Le milieu intracellulaire mais situé à l'intérieur de l'organisme correspond au milieu intérieur et correspond à l'ensemble des fluides qui circulent au sein de la cellule. Il s'agit donc du sang qui circule dans les vaisseaux des cellules de la lymphe qui peut être soit libre entre les cellules, mais sa circulation également dans les vaisseaux lymphatiques représente que le milieu intérieur n'existe que chez les organismes de grande taille, appelés la triblastique. Alors, que signifie la triblastique? Pour définir ce terme, réalisons coupe transversale d'un organisme pluricellulaire, par exemple une chat. Nous soyons pas étonnés, la chat est un animal triblastique, également l'homme aussi. La plupart des animaux sont triblastiques, sauf les méduses et les éponges de mer, qui sont biplastiques. Si on réalise une coupe de chat, on trouve d'une manière simplifiée trois feuillets de cellules concentriques, c'est-à-dire trois grandes ensemble concentrique de cellules et des tissus et des organes, représentés par les couleurs conventionnelles. L'ectoderme en bleu et les mésodermes en rouge et les endodermes en vert. Les méduses, et les éponges de mer ne contiennent que l'ectoderme et l'endoderme. À quoi correspondent ces différents feuillets? À l'extérieur, la paroi, le corps épiderme de la peau partout, les poils chez les chats constitués de premiers feuillets appelés l'ectoderme, au centre du corps, dans la région la plus centrale du tube digestif interne, contient les feuillets appelés l'endoderme. Les méduses ne possèdent que deux feuillets. L'ectoderme, dont la paroi du corps représente directement sur le tube digestif, et ne possède aucun autre organe sauf des rudiments du système nerveux et sensoriel. Chez les animaux triblastiques, les muscles, les squelettes, les tissus de remplissage, par exemple les tissus adipeux, les tissus conjonctifs, s'intercalent entre l'épiderme et le tube digestif et forment donc une couche à feuillets intermédiaire qui on appelle le mésoderme. Pensez en moyen des mots techniques. On a ecto, c'est-à-dire l'extérieur, et méso, c'est-à-dire le milieu,
et endo, c'est-à-dire antérieur. Pour vous parler des noms des différents feuillets, donc le milieu intérieur est apparu chez les organismes triblastiques qui sont plus volumineux. Chez les organismes, la diffusion, le transport par l'agitation des molécules des substances du milieu intérieur n'est pas suffisant pour alimenter les cellules qui sont profondes. Or, dans l'origine et assurer leur nutrition et leur respiration. Par exemple, les cellules votrices ne peuvent pas approvisionner en gaz respiratoire juste par diffusion des gaz respiratoires par votre peau. Donc, vous devez respirer, c'est-à-dire vous devez faire l'entrée de l'air dans vos poumons. Peu le sang va prendre en charge de dioxygène et, euh, et d'amener à ces cellules profondes de l'organisme dans le sang va ici servir de relais entre le milieu extérieur et les cellules de votre organisme plus ou moins profond. C'est illustré avec la photo que vous avez ici. Dont vous voyez que le sang ont capté des nutriments au niveau de l'appareil digestif, va capter le dioxygène au niveau de l'appareil pulmonaire, puis le transport à l'ensemble des cellules de l'organisme et le sang va ensuite récupérer les déchets des cellules et les transporter au rein pour leur élimination et va également éliminer le CO2 au niveau de poumons. Vous voyez donc l'importance du milieu intérieur chez ces organismes pour assurer la nutrition des cellules profondes d'organismes. Par contre, chez les méduses, les cellules n'ont pas besoin du milieu intérieur et il n'y a pas de sens et il n'y a pas de lymphe par contre, au quand même un liquide interstitiel, mais il n'y a pas par de milieu intérieur en proprement par les cellules de l'octoderme échangent directement des molécules avec le milieu extérieur et et les cellules d'endoderme vont également échanger des molécules des nutriments, des cas respiratoires euh, à, euh, à vélo de mer dans lequel vont vivre puisque cette eau de mer va rentrer dans la cavité digestive et dont l'endoderme sera contacté directement avec le milieu extérieur. Bon, c'est très bien. On va suivi à la dernière diapositive qui contient les compartiments du milieu intérieur. Nous avons vu que le sang et la lymphe appartiennent du milieu intérieur. Dans cette partie, nous allons établir un premier plus détaillé quels sont les compartiments du milieu intérieur et plus précis quels sont les compartiments du milieu intérieur. Mais qu'est-ce qu'un compartiment liquidien? Alors, les compartiments liquidiens, c'est l'ensemble de volumes contient les solutions de compartiments liquides identiques. Par exemple, les différents cytoplasmes des cellules sont disjoints,
mais elles disent tout la même composition d'ensemble de cytoplasme forment le liquide intracellulaire, qui donc un compartiment liquidien. Nous pouvons, nous pouvons considérer deux cas. Le cas le cas d'organismes de système sanguin fermé, c'est-à-dire le sang ne mélange pas la lymphe. Et la deuxième cas, c'est le cas des organismes de système sanguin ouvert, c'est-à-dire le sang va mélanger avec le lymphe. Donc, ils forment un, un sang compartiment, ce cas d'observer chez certaines espèces d'invertébrés comme les arthropodes, ont certains mollusques comme la moule, les escargots. Pardon, et les escargots. Tout d'abord, traitons les organismes des vertèbres à système sanguin fermé, c'est-à-dire chez les vertébrés. Le milieu intérieur est subdivisé en trois compartiments liquidiens. Avant de noter, regardez ce schéma qui représente un tissu de remplissage appelé le derme sous l'épiderme. Il s'agit donc d'un tissu conjonctif et les cellules ne sont pas conjonctifs, ils ne sont pas jointifs entre les cellules. Circulent deux vaisseaux, les vaisseaux lymphatiques en jouent relativement perméables, les cellules pouvant passer à travers la paroi des vaisseaux et même former peu jointifs. La lymphe dit canaliser ou circuler à l'intérieur de ces vaisseaux. Sous lymphatique, il contient notamment les lipides, de l'eau et des cellules immunitaires qui peuvent en sortir pour participer à la réaction inflammatoire locale entre cellules. Comme savez qu'on sont très perméables, elles réalisent des échanges d'eau et de molécules avec le liquide situé directement entre les cellules. Ces deux lipides ces deux liquides, la lymphe endiguée et le liquide interstitiel entre les cellules en deux cas, peu près même composition et forment la compartiment lymphatique. Le liquide interstitiel situé dans les interstices entre les cellules est donc aussi appelé la lymphe interstitielle. Le deuxième type de vaisseau qui circule entre les cellules sont les vaisseaux sanguins en rouge sur le schéma. Ils sont beaucoup perméables, même si quelques ces pouvant arriver à travers la paroi des vaisseaux par des mécanismes particuliers, leur inflammation, la composition du sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins reste donc relativement différent de la composition de la lymphe endiguée interstitielle. Le sang que circule dans les différents vaisseaux sanguins constituait donc un autre compartiment appelé le compartiment sanguin. Aussi, pour résumer, on peut noter que le compartiment lymphatique interstitiel, c'est le liquide appelé le lymphe interstitiel localisé entre les cellules. Et on note aussi le compartiment lymphatique circulant contenant le liquide circulant dans les vaisseaux lymphatiques et les organes lymphoïdes
un rôle immunitaire. Ce liquide s'appelle lymphe endiguée ou canalisée, ou lymphe à canaliser. Bon, c'est très bien. Et ensuite à une autre diapositive qui représente ce schéma et, euh, et vous voyez que la lymphe endiguée est reliée au sang. Les vaisseaux lymphatiques sont très perméables. Une partie de lymphe interstitielle située entre les cellules pénètre dans les vaisseaux lymphatiques qui relient ensuite jusqu'à le cœur. La lymphe est diverse dans le sang au niveau de la voie de la voie sanguine clavière. Il y a donc un mélange entre le sang et la lymphe. Mais pour tout cela, composition de la lymphe, il est relativement proche. Proche ce fait, ce mélange, n'est pas identique. Nous considérons donc il constitue deux compartiments liquidiens bien distincts. Pour, pour comprendre le rôle de la lymphe indiqué, il faut avoir l'esprit que les vaisseaux sanguines euh, légèrement au niveau des tissus, le sang libère entre généralement des nutriments et de dioxygène vers les cellules de l'eau et également et, euh, perdu et passe à travers les filtres de la paroi des vaisseaux sanguins. Cette H2O accumule entre les cellules et l'augmentation de la quantité de l'H2O de la lymphe interstitielle. Si aucun système de composition, cette perte de l'H2O du sang le volume sanguin diminue passage dans les tissus et le liquide interstitiel augmente de volume. C'est que ce qui se passe lors de la compartiment œdème lymphe endigué permet de récupérer l'H2O du sang qui est perdu et de la ramener dans le compartiment sanguin afin de maintenir ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire le volume total de sang circule dans les vaisseaux sanguins à peu près de 5 litres. Ainsi, pour résumer, vous pouvez noter ce qui est écrit sur la diapositive. Et voici donc la fin de la première diaporama. Je vous invite à faire les petites évaluations suivantes pour tester votre attention et votre compréhension lors de la visualisation de la vidéo. À bientôt!